Audiolib présente Le bonheur selon Confucius. Petit manuel de sagesse universelle de Yu Dan, lu par Laurent Jacquet. Introduction. Confucius n'est pas un penseur, ni un sage parmi d'autres, encore moins un philosophe. Confucius, c'est un destin. Entendons-nous bien, cela ne signifie pas que son œuvre ne soit ni éminemment pensante, ni que Confucius ne fasse pas partie de cette famille illustre des maîtres de sagesse. Quant au titre de philosophe, il lui fait défaut non par manque de dignité, mais parce que ce terme est impropre à le décrire. Confucius n'est donc pas moins que tout cela, mais au contraire bien plus. Il fait partie de ces rares figures de l'humanité chez qui le geste devient en quelque sorte civilisation. L'union d'un homme et d'une nation. Le confucianisme représente l'union d'un homme et d'un pays, d'une culture, d'un monde. Le mariage officiel de Confucius avec la Chine eut lieu sous le règne de l'empereur Wudi, 141-87 avant Jésus-Christ. Sixième souverain de la première dynastie impériale des Han. Parmi les nombreuses écoles de pensée qui fleurissaient alors, ce dernier choisit de placer l'Empire sous le patronage confucéen. Les raisons de ce choix sont évidemment d'ordre politique. L'arrivée sur le trône des Han ne se fit pas sans heurts et exigea certains coups de force. Or, aucun pouvoir ne saurait se maintenir sans être ou devenir légitime. Cette légitimité, l'Empire la trouva dans le lien essentiel qu'il établit avec Confucius. L'empereur Wudi sut reconnaître en lui un gardien de l'âme chinoise, qui avait voué sa vie à la préservation des rites, des lois et des textes antiques. En l'associant à son règne, il montrait ainsi que le fil de la tradition n'était pas rompu, mais qu'au contraire, il continuait son inlassable déroulement depuis les origines jusqu'au jour de sa dynastie. Par ce sacre, Confucius devint la Chine, et la Chine se fit confucéenne. Une parole intempestive. Que Confucius soit chinois d'une manière si exemplaire et ancestrale ne veut pas dire qu'il ne nous interpelle pas. Le Bouddha était indien, Jésus galiléen, et pourtant, il nous parle encore et pour longtemps. D'ailleurs, l'universalité d'une parole authentique n'exige en aucune façon que celle-ci soit affranchie de son contexte historique. Le livre de Yu Dan en est un bon exemple. Son intention est de nous montrer comment les préceptes de la pensée confucéenne peuvent servir aujourd'hui à éclairer nos vies, dont les enjeux ne sont pas seulement personnels, mais font aussi écho à ceux de notre temps. Yu Dan cherche à faire fleurir la graine confucéenne sur une autre terre et en un autre temps que ceux du maître. Au regard du succès international du livre et ce qui est plus troublant de son succès en Chine, jusqu'à récemment anti-confucéenne, il semble bien que le confucianisme ait réussi. Toutefois, pour parvenir à présenter ce livre, j'aimerais m'engager sur le chemin inverse et tenter ainsi d'envisager la pensée confucéenne à partir de son véritable élément, la tradition, aussi essentielle pour Confucius que l'eau pour le poisson. Au temps de Confucius. Confucius naît aux alentours de 550 avant Jésus-Christ dans l'une des provinces du berceau de la civilisation chinoise, l'état de Lu, dans l'actuel Shandong. Bien que pauvre, il était par son père d'ascendance aristocratique et put ainsi étudier les rites, la musique et les textes classiques. Il grandit également sous l'aura déclinante de la dernière dynastie royale de l'Antiquité, les Zhou. Cette lignée de souverains a établi avec celle des Xia et des Shang qui l'ont précédé les fondements de la civilisation chinoise traditionnelle. Ces données historiques sont d'une grande importance pour comprendre l'origine de la pensée et l'orientation même de la vie de Confucius. Il vécut durant une période de transition,
marquée par le déclin de l'autorité réelle et spirituelle des Zhou et par le renforcement du poids politique d'États périphériques à la culture plus sommaire et aux mœurs plus guerrières. Du point de vue des États centraux, dont Confucius était natif, cette évolution des choses était interprétée comme une décadence. La transmission du cœur authentique de la tradition héritée des Zhou s'était considérablement dégradée, au point d'être perdue. Or, un tel dévoiement risquait de bouleverser tout l'ordonnancement d'un monde et la place même de l'homme, le sens de sa mission au sein de ce tout. C'est cette inquiétude profonde qui va réveiller Confucius et régler le cours de sa vie. À de nombreuses reprises, au fil des entretiens, il déclare explicitement que le but de son existence, le mandat que lui a confié le ciel, est de restaurer la voie de Wen et de Wu, c'est-à-dire celle des rois fondateurs de la dynastie Zhou. La voie de Confucius, le sens de son Tao, voie, chemin spirituel, est entièrement comprise dans ce qu'on appelle la tradition. Sa mission n'est pas de créer un nouveau système de pensée, mais de transmettre à la lettre ce qui fut et doit continuer à être. Confucius ne s'est jamais considéré comme un auteur, comme un créateur, ni même comme un penseur, mais comme un continuateur. Œuvrer dans le monde. La pensée et l'éducation ne furent d'ailleurs pas les moyens par lesquels Confucius décida de réaliser cette tâche dont il se sentait investi. C'est d'abord au travers de ce que nous appelons aujourd'hui l'engagement politique qu'il choisit de mener à bien sa mission. Il fut un temps ministre de la Justice de Lu. Le grand historien Sima Qian rapporte ainsi que l'une des premières actions de Confucius à ce poste important fut de rétablir les rites dans leur exactitude. Mais déçu par l'attitude négligente du souverain, il s'exila pour proposer ses services de conseiller aux États voisins. Il dit ainsi à l'un de ses disciples dans les entretiens « S'il se trouvait quelqu'un pour m'offrir une charge, je pourrais asseoir une nouvelle dynastie Zhou. » Malheureusement, il ne trouva personne qui lui accorde une pleine confiance. Et vers l'âge de 60 ans, il renonça à accomplir sa mission par la voie de l'action gouvernementale. Mais là encore, Confucius ne chercha pas à fonder une école philosophique. Au contraire, il se retira pour réviser et compiler le vaste ensemble des textes canoniques dédiés à l'histoire, à la poésie, au rite et à la musique, c'est-à-dire respectivement les annales historiques, Shu Jing, le livre des odes et le livre de la musique, Shi Jing, et le livre des rites, Yue Jing, intitulé par la suite Li Ji. Ce n'est qu'à la toute fin de sa vie, sous l'influence du nombre de ses disciples, qu'une école de pensée confucéenne apparut. Les chroniques historiques rapportent que Confucius commença à enseigner relativement tôt. Toutefois, c'est comme maître de cérémonie et de musique qu'il y est présenté, et non comme penseur. Ses héritiers directs suivront le même chemin et seront davantage connus comme officiants traditionnels, proposant leurs services pour organiser les grands rites et funérailles que comme théoriciens. On peut ainsi tirer de ces considérations la conséquence suivante. Si la tradition est bien l'élément propre à la pensée confucéenne, celle-ci s'accomplit dans l'agir. Cela implique que le confucianisme, contrairement à ce que cette appellation en isme pourrait laisser croire, n'est pas une philosophie et encore moins une idéologie, mais avant tout une certaine forme de pratique. Pour être encore plus précis, et éviter l'opposition trop occidentale du pratique et du théorique, ce qu'il y a de plus signifiant pour Confucius se donne à voir d'abord dans un geste et dans une certaine posture, avant de l'être dans les écrits et les spéculations. Or, ce geste qui surpasse la parole même n'est autre que le rite. C'est à travers l'espace rituel que prend sens le confucianisme. Tradition, pensée et pratique s'unissent et s'explicitent dans et par le rite. Ce point crucial qui préside au cœur même de la pensée chinoise est difficile à appréhender pour un occidental.
Influencés par l'opposition classique du corps et de l'esprit qui structure toutes nos représentations, nous comprenons difficilement qu'un simple geste rituel, qu'une simple posture, puisse constituer l'un des plus hauts lieux de la pensée. Cela n'est pas une métaphore, car le rite n'est jamais en attente d'un sens qu'une élaboration intellectuelle devrait lui conférer. Il est la pensée même en œuvre et en acte qui se déploie hors du champ des méditations d'un sujet pensant. Un tel déploiement nous est salutaire. Il ravive, il réanime le monde qui tend toujours à s'amoindrir par effet d'abstraction lorsque la signification est cantonnée dans les temples de l'intellect où officient les vues subjectives. Garder le sens du rite. C'est donc à partir du rite qu'il nous faut interroger le sens de la tradition que Confucius s'efforce de perpétuer. Tout comme c'est au regard de la tradition que peut apparaître la spécificité de la pensée confucéenne. Qu'est-ce donc que le rite dans la perspective chinoise et quelle est sa fonction ? L'idéogramme li, que nous traduisons par rite, associe deux caractères désignant respectivement la révélation céleste et la vaisselle utilisée pour les sacrifices et cérémoniales. Le rite est donc lié, comme c'est le cas dans de nombreuses cultures, à l'idée d'intercession auprès des grandes forces de la nature ou des puissances surnaturelles. Il est de l'ordre de la demande de savoir, augure ou de faveur. Confucius ne retient pourtant pas ce sens que véhicule ce mot. La valeur du rite ne dépend pas des effets qu'une cérémonie peut avoir. Il n'est pas une demande. À de nombreuses reprises dans les entretiens, Confucius défend à ses disciples d'officier avec au cœur l'espoir d'un retour sur investissement. Il dégage ainsi la signification du rite de toute idée superstitieuse ou intéressée, en précisant que les êtres humains n'ont pas à s'occuper des actions des divinités ou des décrets du ciel. Confucius inscrit au contraire le rite dans l'espace d'accomplissement de l'homme en tant qu'homme. À son disciple favori, Yan Hui, qui lui demande en quoi consiste la plus haute fidélité à l'humanité de l'homme, Confucius répond « Ne regardez rien de contraire au rite, n'écoutez rien de contraire au rite, ne dites rien de contraire au rite, ne faites rien de contraire au rite. » Il ne s'agit pas d'exprimer sa créativité, mais d'obéir à la lettre aux gestes prescrits par le rite. Il faut faire corps et âme avec la forme pour que notre humanité se révèle. Cette obéissance parfaite à la forme n'implique pas pour autant que la pensée confucéenne soit formaliste. Il s'agit simplement de comprendre que la vérité de l'homme se déploie dans et par l'espace formel du rite, qu'elle lui appartient, et qu'elle n'est donc pas le fait de l'individualité ou même de la subjectivité. Faire apparaître un monde. Qu'est-ce que le rite nous dit de l'homme ? Confucius n'est pas prolixe en définition. Son problème n'est pas tant de répondre à la question « qu'est-ce que » qu'à celle du « comment ». Il nous donne toutefois des indications. La nature rapproche, le rite distingue. Laconique, la formule n'en est pas moins riche d'implications. Elle nous dit d'abord que la vérité de l'homme ne se trouve pas dans l'ordre naturel. Elle indique ensuite que la fonction du rite est d'établir des distinctions, donc de faire des différences. Différencier permet d'établir des rapports, et établir des rapports permet de faire